Et DTVL, la liberté à tout prix. La Dame de Pierre. La Dame de Pierre, c'est un spectacle hommage à Notre-Dame de Paris, on en parle beaucoup actuellement évidemment, et qui est présenté ce spectacle à travers toute la France, et il revient au Palais des Congrès les 20 et 21 décembre prochains. La Dame de Pierre, c'est un spectacle original, Symphonia Productions, écrit et mis en scène par Corentin Stemler, qui est notre invité. Bonjour Corentin Stemler. Bonjour Martial. Tout d'abord, et franchement, vous attendiez-vous à un tel succès partout, des salles combles, j'ai vu les photos actées, des milliers de personnes, j'en atteste, des ovations, un spectacle en forme d'épopée. Est-ce que vous attendiez à tout cela ? La dernière fois que je suis venu chez TV Liberté pour présenter la Dame de Pierre, c'était avant nos premières représentations. Et c'est vrai que depuis, l'histoire s'est poursuivie parce qu'on a créé le spectacle au Palais des Congrès à Paris en juin 2023. On a réuni 10 000 spectateurs et on a commencé notre tournée dans les salles de France. Et effectivement, à chaque fois, les salles sont pleines, les spectateurs sont conquis. Mais je pense que la raison à ça va bien au-delà de notre spectacle, parce que je suis fier évidemment de ce qu'on a créé, mais c'est surtout que Notre-Dame de Paris, c'est un sujet qui est important pour les Français, qui leur parle, qui symbolise quelque chose pour eux. Et c'est ça qui explique le succès de la Dame de Pierre, à la fois au niveau de la fréquentation, comme des ovations du public. Alors 3 fois remplir le Palais des Congrès, on se dit on est à Paris, il y a encore une très grosse population catholique, encore la présence de l'Église catholique et les églises chrétiennes. Quand on va dans des villes de province un peu plus à l'Est, etc. et tout, est-ce qu'on rencontre ce même type de population et toujours avec quand même des milliers de personnes qui sont là ? Quand on est allé jouer à Metz, par exemple, ça a été la confirmation d'une intuition que j'avais depuis plusieurs années, qui était que Notre-Dame de Paris, c'est pas la cathédrale des Parisiens, c'est devenu en fait la cathédrale de tous les Français. C'est un symbole auquel les Français se rattachent parce que ça symbolise notre patrimoine. C'est un petit peu le porte-drapeau de notre héritage culturel et tout. C'est la symbolique qu'il y a dans Notre-Dame de Paris et a toujours, je pense, été importante, mais l'incendie de la cathédrale a ravivé en fait ce lien qu'ont les Français pour la cathédrale. Et ça, c'est ce qu'il suffisait de voir en fait l'émotion provoquée par cet incendie en 2019, de voir tous les Français et même énormément de gens dans le monde entier qui étaient profondément émus, bouleversés par cet événement. Ça montre bien cet attachement à Notre-Dame de Paris qui dépasse largement la simple sphère des catholiques en fait. Il y a plein de personnes qui sont pas croyantes, mais qui aiment Notre-Dame de Paris d'un point de vue du monument, mais qui ont aussi conscience que c'est autre chose que simplement un joli tas de pierres, qu'il y a une âme dans ce monument, quelque chose d'un petit peu unique, d'un peu exceptionnel. Et tout ce qui s'est passé ces 5 dernières années est la confirmation de ça. Bon, on va faire retourner en arrière. Reprenons le début par le commencement, si vous me permettez. En octobre 2022, donc une centaine de jeunes comédiens et danseurs bénévoles commencent à répéter un grand spectacle consacré à l'histoire de Notre-Dame. Quand et comment vous est venue l'idée ? L'idée de la Dame de Pierre, elle est venue au lendemain de l'incendie de la cathédrale. Ça a été le déclencheur, ça. Complètement. J'ai toujours été attaché à Notre-Dame de Paris. Je commençais à faire des spectacles et je me suis dit, c'est fou de voir toutes ces personnes émues par l'incendie, mais qui connaissent pas forcément son histoire. J'ai envie de créer un spectacle qui raconte l'histoire de la cathédrale. Et puis l'idée est restée, et ce qui m'a vraiment décidé quelques mois après l'incendie à me dire je me lance dans ce spectacle, c'est quand il y a eu tous les débats autour de la restauration de la cathédrale, et notamment au niveau de la flèche. C'est-à-dire qu'il y avait un débat sur savoir est-ce qu'il faut la reconstruire à l'identique ou pas. Qu'il y ait un débat sur cette question, pourquoi pas, c'est normal qu'on en discute. Mais il y a des propositions, des personnes qui disaient on n'a qu'à remplacer la voûte par un immense plafond en verre, et puis on mettra un jardin et un Starbucks au-dessus. Là je me suis dit c'est pas possible en fait. C'était l'histoire du rooftop. Si on en est là, c'est qu'on a perdu de vue quelle est la mission et l'âme de ce monument. Et ça m'a convaincu de raconter l'histoire de Notre-Dame de Paris, à la fois son histoire d'un point de vue chronologique, les événements qui s'y sont déroulés, les grands personnages, mais aussi sa mission spirituelle aussi à travers les siècles. Voilà, parce que le parti pris, vous le dites, du spectacle, c'est bien évidemment de raconter l'histoire quasi millénaire de la cathédrale. Mais comment on fait pour mettre toute cette histoire qui commence en 1163 jusqu'à 2019, puis à partir de 2024, comment on fait pour mettre toute cette histoire en 1h30 ?
Alors, il faut faire des choix. Ensuite, il faut aussi ne pas se tromper de mission. Je ne suis pas là pour faire un cours d'histoire, pas là pour raconter une histoire exhaustive de la cathédrale, mais pour marquer des grandes dates, des grands personnages qui soit ont marqué notre âme, soit ont été marqués par Notre-Dame de Paris. Donc Saint-Louis, Louis XIII, Victor Hugo, Viollet-le-Duc, Paul Claudel, pour en citer quelques-uns. Et puis aussi le fil rouge de la Dame de Pierre, j'ai voulu que ce soit comment est-ce que cette cathédrale est devenue le symbole qu'elle est aujourd'hui, ce lieu de rassemblement, d'unité, à la fois dans l'histoire du début de la cathédrale, avec ce chantier, et puis ensuite tout le temps avec les mystères qui étaient représentés sur le parvis de la cathédrale ou dans la cathédrale, et puis même sur l'histoire récente. Pour moi, il y a un événement qui symbolise très bien cette dimension de rassemblement de Notre-Dame de Paris. C'est en 2015, quelques jours après les attentats du Bataclan, il y a eu une messe en hommage aux victimes qui a été célébrée dans la cathédrale. Et il y avait tous les officiels, le ministre de l'Intérieur, la maire de Paris, Anne Hidalgo, et il y a l'organiste Olivier Latry qui se met à faire une improvisation à l'orgue sur l'air de la Marseillaise. Et on reconnaît progressivement l'air de la Marseillaise qui arrive. Et cette Marseillaise qui, 2 siècles avant, symbolisait la Révolution française, qui s'en prenait à Notre-Dame de Paris pour en faire le temple de la liberté, de la raison, devient en 2015 en fait un moment extrêmement fort dans lequel on voit la mission de Notre-Dame de Paris. C'est dans le cadre d'une messe, donc d'un office religieux, mais on sent qu'il y a quand même une dimension de rassemblement, d'unité nationale qui dépasse aussi cette dimension spirituelle. Et je pense que Notre-Dame de Paris, c'est ça, c'est à la fois l'histoire, le patrimoine, l'appartenance à un tout, à la France, et la dimension spirituelle. C'est tout ça. Et j'ai essayé de parler de ces différentes dimensions dans le spectacle. 20 tableaux au total, c'est cela ? 22 scènes, oui. 22. Scènes. Et alors, quelle est la scène la plus importante ? Maurice de Sully, parce que c'est lui, Notre-Dame, en 1163, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Où est-ce que... Merci, j'ai très peur d'un seul coup. Quel est le personnage ? Quels sont les personnages que vous avez retenus ? Ou les personnes, tout simplement ? Les individus. C'est difficile de dire quel est le personnage ou le moment le plus marquant. Il y a quand même un personnage et une période qui me plaît particulièrement, c'est Victor Hugo, parce qu'il faut comprendre pourquoi est-ce que Victor Hugo a écrit son roman Notre-Dame de Paris. Au XIXe siècle, Victor Hugo était visionnaire sur la défense de notre patrimoine. Il était dans une époque qui n'était pas forcément portée sur le fait de défendre et de prendre soin de notre patrimoine. Et quand il avait 25-30 ans, c'était un jeune poète qui n'avait pas du tout encore le succès qu'il a eu par la suite, il découvre Notre-Dame de Paris, il tombe amoureux de cette cathédrale et il se dit « je vais écrire un roman » pour faire aimer cette cathédrale. Et si on l'aime, eh ben peut-être qu'on aura envie de la défendre. Et c'est exactement ce qui s'est passé en fait. Le roman de Victor Hugo a connu un tel succès que ça a recréé un lien entre les Français et cette cathédrale, et ça a permis le chantier de restauration par Viollet-le-Duc quelques décennies plus tard. Et de cette manière, indirectement, Victor Hugo a sauvé la cathédrale au XIXe siècle. Et c'est un petit peu la mission qu'on a voulu prendre avec la Dame de Pierre aussi, de se dire, si demain on veut défendre notre patrimoine, il faut l'aimer, et pour l'aimer, il faut le connaître. Donc il faut découvrir son histoire. Voilà. Sachant que le spectacle se déroule aux portes de la cathédrale. Donc on est sur le parvis, où la vie, bien évidemment, a son rythme. Et c'est l'endroit que vous choisissez pour faire ce spectacle. Complètement, parce que je trouve que le parvis a ceci de fascinant que Notre-Dame de Paris est restée depuis 8 siècles au milieu d'une ville qui a énormément évolué, énormément bougé, et elle reste là comme finalement une figure qui ne bouge pas, qui veille sur la ville, qui veille sur l'agitation humaine. Et les personnages de l'histoire, aussi importants soient-ils, passent sur le parvis ou entrent dans la cathédrale et puis repartent. Et puis les siècles, les années se passent et Notre-Dame de Paris demeure au milieu de la ville. Voilà, comme un môle de résistance. Alors un des paris les plus audacieux de l'entreprise, c'est de disposer, on me dit, d'une troupe de 75 comédiens, 15 danseurs, ça... J'en atteste aussi, mais un total 200 bénévoles. Là aussi, comment on arrive à créer une synergie avec 200 personnes qui vont se succéder dans les différentes fonctions du spectacle ? C'est une aventure humaine extraordinaire, la Dame de Pierre, au-delà de l'aventure artistique du spectacle en lui-même. Et on a effectivement réuni depuis 2022 ces 200 jeunes artistes qui ont participé à la création du spectacle d'une manière ou d'une autre. Il y a ceux qui sont sur scène, il y a ceux qui interviennent en coulisses, il y a ceux qui ont enregistré la musique du spectacle dans un studio. Et ce qu'ils ont en commun en tout cas tous ces jeunes, c'est que Notre-Dame de Paris, ça veut dire quelque chose pour eux et ils avaient envie de s'engager dans un projet
qui raconte cette cathédrale, qui fasse quelque chose pour cette cathédrale, pour la diffusion de son histoire, pour la faire rayonner, comme une réponse en fait à l'émotion qu'ils ont ressentie le soir de l'incendie. Je pense qu'on était tous pareils le soir du 15 avril 2019, avec Notre-Dame de Paris dans les flammes, on se sentait impuissant. Et il y a beaucoup d'initiatives autour de Notre-Dame de Paris qui ont vu le jour depuis, parce que on répond en fait à cette impuissance de ce soir de l'incendie en utilisant chacun à sa manière ses talents, ses compétences pour faire quelque chose pour cette cathédrale. Comment on crée la synergie? Comment, vous avez 27 ans, Corentin Semer, comment on dirige 200 personnes? Comment on les retrouve? Comment on trouve la force de faire ça? Il faut mettre un objectif commun en fait, et ça a été quand on a commencé à répéter et que je disais on va faire le spectacle au Palais des Congrès de Paris. Il y avait une forme de folie et d'insouciance dans cette aventure, mais c'est le fait d'avoir cet objectif extrêmement ambitieux qui a permis à la troupe de se fédérer autour de cette même ambition, de ce même objectif. Et il s'est passé des choses extraordinaires dans cette aventure, mais je voudrais vraiment rendre hommage aux 200 jeunes artistes de la troupe qui se sont donnés corps et âme, certains depuis des années, pour que la Dame de Pierre existe et maintenant pour qu'elle continue à être diffusée. Moi, ça a toujours été en tout cas ma conviction depuis que j'ai commencé à faire des spectacles, c'est qu'il y a tellement de jeunes qui peuvent s'épanouir, développer des talents, des compétences si on leur fait confiance, qu'on leur confie des responsabilités. Et dans la troupe de la Dame de Pierre, il y en a certains qui ne se destinent pas à devenir des artistes professionnels, c'est même la majorité, mais il y en a aussi qui, grâce à cette aventure, ont eu le courage, la force de se lancer dans ce métier et de se dire je veux être demain un artiste engagé pour faire rayonner ma culture, mon histoire, mon pays. Et ça, c'est magnifique, les fruits que ça peut porter. Une petite question incidente. Est-ce que vous profitez aussi de l'embellie de ce genre de comédie musicale, de spectacle? J'utilise des termes qui ne sont pas les vôtres, hein, exprès, mais on voit bien le retour des Misérables à Paris, des spectacles comme ça qui font... ça le comble aussi. Est-ce que vous profitez de ça ou pas du tout? Vous êtes à côté de tout cela? Alors, je dirais que il y a un petit peu des deux. C'est-à-dire que, évidemment, que si le public est attiré par cette forme d'expression artistique, c'est porteur pour nos projets. Ensuite, on n'a pas choisi la voie facile avec la Dame de Pierre parce qu'on n'est pas là ni pour faire du business, ni pour faire un spectacle de pur divertissement. C'est-à-dire que, généralement, ce qui fait qu'un spectacle remplit, c'est que les gens passent un très bon moment, qu'ils oublient leur vie, le temps du spectacle. Et quand on est un spectacle qui porte un message fort, c'est pas tout à fait ça. Donc voilà, oui et non. En tout cas, ma mission, c'est de créer des spectacles qui ne soient pas du simple divertissement, mais qui laissent à l'âme du spectateur quelque chose en plus, un questionnement, une ouverture sur quelque chose. Je pense que le spectacle vivant est une magnifique porte d'entrée pour découvrir notre histoire. Ça permet à des personnes qui ne connaissent pas forcément certains sujets d'avoir un aperçu et ensuite d'aller creuser par eux-mêmes et de se passionner, pourquoi pas, pour l'histoire de France, pour l'histoire de Paris, pour l'histoire de la cathédrale. Voilà. À propos diplomate, en fait, ça a tout à voir, mais ça n'a surtout rien à voir. J'ai bien compris. Je passe sur les prouesses techniques. Il reste 3 éléments importants qui ont retenu mon attention de spectateur. Hein. C'est les costumes, 450. Hein. C'est ça. Le décor, costume et décor, la musique, et puis enfin les lumières. Ces 3 éléments sont-ils indispensables à la réussite du spectacle? Alors, un spectacle, c'est réunir tout un tas d'ingrédients différents qui individuellement ne suffisent pas, mais c'est quand on les met ensemble et qu'on les met de manière harmonieuse, ça crée vraiment le spectacle. Donc effectivement, on a eu un travail très important sur les décors et sur les costumes, surtout que quand on traverse l'histoire, on multiplie le nombre de décors et de costumes qui sont nécessaires. Pour la musique, j'ai travaillé avec un compositeur qui s'appelle Richard Liégeois, avec qui je travaille depuis des années sur différents spectacles, qui a fait une musique originale qui est splendide parce qu'il s'est laissé vraiment embarqué par Notre-Dame de Paris, il s'est laissé toucher et il a voulu faire quelque chose qui est de la profondeur. Donc il a fait un travail admirable sur la musique et les 40 musiciens de l'orchestre qui l'ont enregistré en studio aussi ont énormément donné, énormément de répétitions. Et c'est un des éléments qui fait que le spectacle fonctionne, je pense. C'est la qualité musicale, la qualité sonore. Et puis sur la lumière et la vidéoprojection aussi, ça c'est plus la dimension de nouvelle technologie. On fait aujourd'hui des choses en lumière qu'on aurait été incapable de faire il y a quelques décennies.
c'est des éléments qui sont extrêmement importants à partir du moment où ils sont dosés correctement, sans prendre le dessus. La technologie ne doit pas prendre plus d'importance que le fond du spectacle. Mais lorsque c'est bien mis au service de l'histoire, de l'œuvre, du message, ça permet de faire des choses extraordinaires et d'embarquer le spectateur avec nous, donc de faire des choses très immersives, très spectaculaires. En juin 2023, à votre place et avec moi, on avait une grande inquiétude, vous aviez une grande inquiétude, je l'avais pour vous, c'était le transport du fond de scène qui faisait, je crois, 18 sur 9, 18 mètres de 9, quand il allait partir en province. Je me souviens que c'était une grande difficulté. Vous l'avez On a dépassé cette difficulté? Alors, ça a été, vous mettez le doigt sur effectivement un sujet qui a été compliqué et épineux. C'est ce qu'on découvre aussi quand on se lance dans un projet un peu hors norme comme la Dame de Pierre. C'est des complexités techniques, logistiques que je n'avais jamais connues avant sur des spectacles précédents. Ce décor en question, on a commencé la tournée avec et on a dû le modifier en cours de route parce qu'il était intransportable, immontable. C'était très compliqué à chaque fois. Donc visuellement, c'est le même, mais il a été totalement remanié, coupé en plusieurs parties, pour diminuer aussi le temps de montage. Par exemple, quand on va jouer dans un zénith, quand on avait imaginé le spectacle au début, il nous fallait 3 jours de location du zénith, 2 jours de montage et 1 jour de représentation. Et en fait, ça rendait le modèle économique complètement intenable. Et on a dû faire énormément d'optimisation. Maintenant, quand on joue dans un zénith, on arrive à 5h du matin, on monte tout, on installe tout, on joue à 20h. Dès que le spectacle est fini, on commence à démonter et à 3h du matin, il n'y a plus personne. Donc en moins de 24 heures, on monte ce spectacle avec ce décor qui fait, vous le disiez, 18 mètres sur 10 mètres de haut, qui est un décor à étage avec un échafaudage derrière pour permettre aux acteurs d'évoluer en hauteur. C'est un décor qui s'ouvre, il y a énormément de techniques. En tout, c'est 5 ou 6 semi-remorques de matériel complet qui se déplacent à chaque représentation. Et on est encore en train d'optimiser notre spectacle pour pouvoir le faire tourner le plus largement possible. Ben voilà une anecdote, ce que je vais vous poser. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous rapporter de cette tournée à travers toute la France? Et ne dites pas que ça se déroule tout le temps sur les roulettes, la preuve, c'est pas le cas. Qu'est-ce que vous avez retenu? Est-ce que vous avez des anecdotes, des choses qui se sont passées et qui restent inscrites dans votre mémoire? Il y a des difficultés comme ça, mais qu'on arrive toujours à surmonter, mais c'est jamais un fleuve tranquille. Il y a aussi des très belles réactions du public. Moi, je me souviens notamment une réaction qui m'avait beaucoup marqué à Metz. C'était une famille qui était venue, 2 parents avec 2 enfants, il me semble, et on les interroge à la fin. On fait souvent des vidéos avec le public pour savoir ce qu'ils en ont pensé. Et ils ont dit, écoutez, on n'est jamais allé voir Notre-Dame de Paris, mais les enfants qui étaient avec eux, qui étaient des enfants qui avaient peut-être 8-9 ans, quelque chose comme ça, les enfants nous ont demandé à aller visiter la cathédrale. Donc la prochaine fois, quand elle sera ouverte, on ira à Paris et on les emmènera. Et je me suis dit, ça, c'est la preuve que ça fonctionne en fait et que ça porte des fruits parce que c'est exactement ce qu'on veut. Et quand je vous parlais de porte d'entrée tout à l'heure, eh bien si ces enfants peuvent être touchés par le monument quand ils le visiteront, nous on n'aura été qu'un déclencheur. C'est pas en sortant de la Dame de Pierre que quelqu'un va être ou converti ou tombé amoureux du patrimoine. Mais si ça peut créer une petite étincelle qui après permette de plus grandes découvertes, eh bien c'est que notre mission est remplie. C'est plus dur de diriger 200 bénévoles que de 200 personnes qui sont appointées ou salariées, ou c'est plus simple? Alors, je pense que c'est assez différent. Mais il y a dans l'aventure bénévole quelque chose quand même d'assez unique, c'est que ils sont tous là pour la seule raison pour laquelle la troupe est là, c'est parce qu'ils veulent s'engager et se donner à fond dans ce projet. Je dis pas qu'on peut pas s'engager et se donner à fond dans un projet pour lequel on est salarié, mais ce qui nous réunit est tellement fort que ça fait une troupe qui se dépasse énormément, qui donne énormément. Et je suis très admiratif du travail fait par la troupe depuis qu'on a commencé cette aventure. Alors, la troupe, on me dit qu'il y a eu des ajouts, des changements, peut-être même des nouveautés, parce que vous tenez compte du point de vue du public. Complètement. Un des retours qu'on a beaucoup eu après le Palais des Congrès, c'était que les textes n'étaient pas interprétés en direct sur ces premières représentations, à part une exception, un poème de Claudel qui était lui déclamé en direct. Mais sinon, tout était une bande-son enregistrée du playback. Et on a fait tout un travail de répétition, et maintenant, tous les textes du spectacle seront interprétés par les comédiens avec des micros. L'objectif est de rendre le spectacle plus vivant et de rapprocher l'action du spectateur. Parce que c'est pas évident, en fait, quand on fait une fresque historique qui se déroule sur plusieurs siècles, créer un lien avec le spectateur, comme il n'y a pas vraiment de personnages récurrents,
C'est pas facile et pourtant c'est nécessaire si on veut embarquer le public dans l'histoire. Donc le fait de rajouter cette proximité devrait rendre le spectacle encore plus immersif. Et plus dangereux. Et alors, on prend plus de risques, effectivement, mais j'ai toute confiance dans les acteurs qui ont là encore énormément travaillé. Et puis on a rajouté aussi, parce qu'on aime bien toujours se compliquer la vie, on a rajouté certaines scènes. On évoque notamment maintenant tout le XXe siècle, sur lequel on passait très rapidement sur les premières représentations. Donc avec une scène plus sur le Paris, le Paris romantique, les quais de Seine, les bouquinistes sur le parvis de Notre-Dame. Et puis la Seconde Guerre mondiale, la libération de Paris. Et puis ensuite, évidemment, voilà, l'incendie de Notre-Dame et la restauration, la reconstruction de la cathédrale. Est-ce qu'il est vrai que vous touchez un public de plus en plus nombreux, donc de moins en moins forcément très catholique, et que donc il faut aussi adapter le spectacle à des personnes qui découvrent en fait Notre-Dame ? L'idée, en tout cas, c'est de toucher un public de plus en plus large. Et il y a certaines modifications, ajustements que j'ai fait dans le scénario, dans le texte, pour le rendre un peu plus accessible. L'idée n'est pas du tout de renier le message de fond, mais simplement que parfois, dans la forme, essayer de s'adresser à des personnes qui ne sont pas forcément déjà familières avec certains personnages historiques ou certaines références qui sont plus comprises par les catholiques. Voilà, pour en faire un spectacle qui soit le plus grand public possible. On a déjà un public assez varié qui est venu sur les dates qu'on a fait en région et on veut continuer à élargir cette base de public. 10 jours avant la représentation de la Dame de Pierre, eh bien, la Maison du Père, la cathédrale de Paris va rouvrir ses portes. Ça a déjà été le cas le 29 novembre dernier par une visite du chef de l'État et de son épouse sur le site. Quel est votre sentiment 10 jours de la réouverture? Quelle est une attente, une appréhension? Mon sentiment, c'est une très grande fierté parce que il y a 5 ans, quand on voit Notre-Dame brûler, on s'est dit c'est terrible. En fait, la cathédrale aurait pu s'écrouler. Elle a été sauvée grâce au courage des pompiers. Mais à ce moment-là, on est plus abattu par ce qui s'est passé. On se dit le symbole quand même de voir Notre-Dame de Paris qui part dans les flammes. Et en fait, 5 ans après, il y a eu ce chantier extraordinaire avec tellement d'artisans, tellement de talents, de savoir-faire qui ont été mis à l'honneur. Moi, mon sentiment maintenant, c'est de me dire, alors que je pensais avant l'incendie de Notre-Dame que les cathédrales s'intéressaient plus personne, je pense maintenant que les Français sont toujours un peuple de bâtisseurs de cathédrales. Il y a même des personnes qui se chargent de nous faire découvrir les cathédrales. Cette ouverture se fait autour de plusieurs polémiques, bien sûr, en France, parfois tranchées, parfois en suspens d'ailleurs. Est-ce que par exemple vous avez compris le vœu de faire payer l'entrée de la cathédrale ? Je pense que c'est une erreur de faire payer l'entrée parce que il y a une bonne intention derrière qui est de dire avec le nombre de touristes qu'il y a, on pourrait restaurer d'autres monuments. Je comprends cet argument. Cependant, si on veut demain sauver notre patrimoine religieux, il faut préserver son identité et sa mission. Et la mission d'un édifice religieux, d'un lieu de culte, c'est d'être ouvert à tous, de manière complètement ouverte, donc complètement gratuite. Vous êtes allé à la basilique de Saint-Marc à Venise, il faut payer. Vous êtes allé à la cathédrale de Budapest, il faut payer. Mais je pense qu'en France, on peut maintenir encore cette gratuité, parce que sinon on tombe dans une muséification du patrimoine. Et ça, c'est un grand danger, en fait. Il faut faire vivre notre patrimoine. Et pour ça, il faut conserver son âme et sa mission. Est-ce que nous avons échappé, vous l'avez dit, à la nouvelle flèche, au rooftop qui a été proposé? Est-ce qu'on va échapper aux nouveaux vitraux qui vont remplacer ceux du Viollet-le-Duc, qui sont en place, qui sont disponibles tout au moins? Ça, c'est des choix architecturaux. Je pense que tous les débats peuvent avoir lieu. Ce que j'espère, c'est qu'on conserve une forme de continuité, en tout cas dans l'art, dans cette reconstruction, en tout cas. Comme vous le disiez, on est passé à côté d'un projet fantaisiste pour la Flèche, qui est de la nouveauté, une empreinte du XXIe siècle sur la cathédrale. C'est pas absurde en soi, ça a toujours été le cas au fur et à mesure des chantiers. Même Viollet-le-Duc lui-même a créé des choses qui n'auraient jamais été créées au XIIe siècle. Il faut en tout cas toujours le faire avec beaucoup de respect du monument et beaucoup d'humilité. Ne pas oublier qu'il était là bien avant nous et qu'il sera là, je l'espère, bien après nous. Parfait. On va revenir à quelque chose de beaucoup plus prosaïque, le système de réservation. Parce que j'ai beau avoir dit que c'était le 20 et le 21 décembre prochain au Palais des Congrès à Paris, c'est dans le 17e arrondissement de la capitale. Qu'est-ce qu'il faut savoir de plus que je n'aurais pas dit? Eh bien, il faut aller sur ladamedepierre.fr pour réserver ses billets. On joue du coup le vendredi 20 au soir, le samedi 21 l'après-midi et le soir.
et j'invite les téléspectateurs à venir nombreux nous voir au Palais des Congrès de Paris. On ne sait pas si on reviendra. C'est quand même assez cher, non, les places, non? C'est les prix qu'il faut pour jouer dans des salles comme ça. Il faut imaginer que la location d'une salle comme le Palais des Congrès, les frais techniques, etc. sont extrêmement conséquents. Nous, on est une association, donc comme je disais, on n'est pas là pour faire du business, mais il faut quand même que toute l'opération soit équilibrée. Donc effectivement, c'est un prix, mais encore en France, on a de la chance, parce que si vous allez voir des spectacles à Londres, par exemple, ou aux États-Unis, vous payez les mêmes billets 3 ou 4 fois plus cher. Donc voilà, je suis conscient qu'à chaque fois, c'est pour le public un investissement de venir voir un spectacle, mais ça vaut vraiment le coup parce que c'est dans une salle extraordinaire et c'est très visuel. Je pense que ça aussi, il faut le dire, on voit de partout. Même les dernières places au fond, on voit très bien et on entend très bien. Le Palais des Congrès, c'est une salle qui est confortable, avec une très bonne visibilité. C'est une des plus belles salles de Paris, on est super heureux de jouer là-bas. Et c'est 3700 places. Ah oui, quand même. Et donc 20 et 21 20 et 21 décembre. Et 22 peut-être le 22 si la billetterie continue à bien se remplir. On espère, mais pour l'instant, je ne sais pas à quelle date les téléspectateurs regarderont cette vidéo. Les téléspectateurs de TV Liberté ont encore une dizaine de jours pour s'inscrire. Donc ils ont intérêt à faire en sorte que le 22 se remplisse. C'est vous qui décidez. Dites-moi, vous ne voulez pas faire de business, mais regardez ce que j'ai devant moi. Ça, je me le suis procuré au Palais des Congrès, d'ailleurs, en juin 2023, je l'ai toujours. Hein. C'est un mug, donc on fait quand même du business, non ? Ça soutient un peu la création, la promotion, la diffusion du spectacle. Pourquoi il a le mug devant lui depuis le début. Et le motif, c'est quoi d'ailleurs ? C'est un des éléments architecturaux de la cathédrale. Je ne vais pas vous dire exactement où ça se trouve, mais c'est façon. Merci au réalisateur. C'était pour avoir un peu de Notre-Dame de Paris avec nous sur les routes de France. Voilà, c'est pas à vil prix non plus et ça aide donc la cause. Merci beaucoup, Corentin Stemler. Merci à toute la troupe. Et donc la Dame de Pierre, c'est 20-21 décembre. Et si vous le souhaitez, le 22 décembre au Palais des Congrès à Paris. Ça, vous l'avez bien compris. Merci, bonne route. Merci Martial.